Il est un peu plus de 16 heures, sur une île qui, ce jour-là, semble respirer la tension. À première vue, rien d'exceptionnel. Un petit aéroport de montagne, posé à plus de 600 mètres d'altitude, entouré de nuages capricieux. Pourtant, en l'espace de quelques minutes, ce décor va devenir le théâtre de la plus grande tragédie de l'histoire de l'aviation civile. Une catastrophe née non pas d'une panne spectaculaire, mais d'un enchaînement invisible de décisions humaines, de mots mal compris et d'un brouillard qui avale tout. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce type d'enquête détaillée et immersive, pensez à vous abonner à Vols Inexpliqués. Ça nous aide énormément à continuer à produire des analyses toujours plus poussées, à explorer ces mystères de l'aviation avec rigueur et à vous proposer des récits encore plus captivants. Votre soutien fait toute la différence. Ce jour-là, un Boeing 747 de la compagnie néerlandaise KLM quitte l'aéroport d'Amsterdam Schiphol à destination des Canaries. À bord, près de 250 personnes, un équipage expérimenté et un commandant respecté dans toute la compagnie. Le vol doit rejoindre l'aéroport de Gran Canaria, mais à mi-parcours, une information tombe. Une alerte à la bombe paralyse l'aéroport de destination. Par mesure de sécurité, les autorités ferment temporairement les installations. Les avions en approche n'ont pas le choix. Ils doivent se dérouter. C'est ainsi que le 747 de KLM, le vol KLM Flight 4805, atterrit à Los Rodeos, aujourd'hui connu sous le nom de aéroport de Tenerife Nord. Un terrain exigu, conçu pour un trafic bien moindre. En temps normal, l'aéroport fonctionne sans difficulté. Mais ce dimanche-là, la situation dégénère rapidement. Les déroutements s'accumulent, les parkings se saturent. Faute de place, certains avions sont immobilisés directement sur la voie de circulation principale. Parmi eux, un autre géant des airs, un Boeing 747 de Pan American World Airways, le vol Pan Am Flight 1736, venu de Los Angeles via New York. À son bord, plus de 380 passagers, 2 avions, 2 équipages chevronnés, coincés sur un aéroport qui n'a ni radar au sol, ni visibilité suffisante pour absorber ce chaos improvisé. Lorsque l'alerte à la bombe est levée et que Gran Canaria rouvre enfin, tout le monde veut repartir au plus vite. Mais à Los Rodeos, rien n'est simple. Le 747 de KLM décerne de refaire le plein de carburant. Une décision logique en apparence, mieux vaut assurer le retour sans nouvelle escale. Pourtant, ce choix alourdit considérablement l'appareil, rallonge sa distance de décollage et, surtout, bloque physiquement le 747 de Paname derrière lui. Le ciel, pendant ce temps, se referme. À Tenerife Nord, la météo peut changer en quelques secondes. Des nappes de brouillard glissent depuis les collines et envahissent la piste sans prévenir. La visibilité chute brutalement, parfois à moins de 100 mètres. Depuis la tour de contrôle, les contrôleurs ne voient plus grand-chose. Ils doivent se fier uniquement aux messages radio des équipages. La procédure décidée est inhabituelle, mais nécessaire. Les 2 Boeing doivent emprunter la piste pour rouler, faute de taxiway disponible. Le KLM s'engage en premier, remonte toute la piste, puis doit effectuer un demi-tour pour se positionner au seuil de décollage. Le Pan Am suit derrière et doit quitter la piste par une bretelle intermédiaire avant de rejoindre la voie parallèle. Sur le papier, tout semble clair. Dans la réalité, le brouillard transforme la piste en un couloir aveugle. Les marquages au sol sont difficiles à distinguer. Les sorties se ressemblent. À bord du Pan Am, l'équipage hésite. Est-ce bien la bonne bretelle? Ont-ils déjà dépassé le point prévu? Ils ralentissent, cherchent des repères, communiquent avec la tour. De l'autre côté de la piste, le 747 de KLM s'aligne. Le commandant est pressé. Les heures de service approchent de leur limite. Le retard s'accumule. La météo empire. Dans le cockpit, la tension est palpable. Une transmission radio évoque l'itinéraire après le décollage, mais aucune autorisation claire n'a encore été donnée. Un détail subtil, presque anodin, mais vital. Puis, dans un bruit sourd, les moteurs montent en puissance.
l'avion commence à rouler. Le copilote hésite, rappelle qu'aucune clairance explicite n'a été reçue. L'ingénieur de vol, lui aussi, exprime un doute. Le Pan Am n'a-t-il pas encore dégagé la piste? Mais la décision est déjà prise. L'avion accélère, englouti par le brouillard. Au même instant, dans le cockpit du Pan Am, une masse sombre surgit de la brume. Trop proche, beaucoup trop proche. Les pilotes comprennent immédiatement, il n'y a plus d'issue. Ils tentent désespérément de dégager la piste en accélérant et en braquant à gauche. Devant eux, le KLM atteint sa vitesse de rotation. Le commandant tire sur le manche plus tôt que prévu, cherchant à faire décoller l'avion avant l'impact. La manœuvre est extrême. La queue du 747 racle violemment la piste sur des dizaines de mètres. L'appareil s'arrache du sol, mais pas assez haut. Le nez passe au-dessus du Pan Am, mais les moteurs et le train principal percutent le fuselage. En une fraction de seconde, la piste devient un champ de débris et de flammes. Le KLM, gravement endommagé, retombe plus loin, entièrement chargé de carburant. L'explosion est immédiate. À bord, aucun survivant. Dans le Pan Am, la section avant est détruite, mais une partie de la cabine reste intacte. Des passagers et des membres d'équipage parviennent à s'échapper par des ouvertures béantes à travers l'aile gauche avant que le feu ne se propage. 61 personnes survivront contre toute attente. Dans la tour de contrôle, personne ne voit la collision. Les contrôleurs entendent 2 détonations, sans comprendre ce qui vient de se produire. Les secours sont envoyés vers un incendie, sans savoir qu'il y a 2 avions impliqués. Le brouillard complique tout. Les flammes du KLM brûleront pendant des heures, visibles à peine à quelques dizaines de mètres. Très vite, une enquête internationale d'une ampleur inédite est lancée. L'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis unissent leurs efforts. Les boîtes noires y sont analysées. Chaque mot, chaque intonation radio est disséquée. L'objectif n'est pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais surtout pourquoi des professionnels expérimentés ont pu se retrouver dans une situation aussi fatale. Les conclusions sont implacables. Il n'y a pas une seule cause, mais une chaîne de facteurs. Un aéroport saturé, une météo dégradée, l'absence de radar au sol, des communications ambiguës et une pression psychologique intense. Mais au cœur de tout cela, une réalité dérangeante, une décision prise sans autorisation claire et des avertissements internes qui n'ont pas été suffisamment entendus. Cette tragédie va bouleverser l'aviation mondiale. Les procédures radio sont entièrement revues. Le mot take-off devient sacré, réservé exclusivement à une autorisation explicite de décollage. Dans les cockpits, la culture change. On comprend que l'expérience et l'autorité ne doivent jamais étouffer le doute ou la contestation. De cette prise de conscience naît un concept fondamental, le Crew Resource Management, ou CIRM, qui encourage la communication ouverte et le travail d'équipe, quel que soit le grade. Aujourd'hui encore, chaque pilote formé dans le monde porte l'héritage silencieux de Tenerife. Derrière chaque checklist, chaque phrase standardisée, il y a le souvenir de ce brouillard, de ces mots mal entendus et de centaines de vies perdues. Un rappel brutal que, dans l'aviation, les plus grandes catastrophes ne naissent pas toujours d'un bruit assourdissant, mais parfois d'un simple malentendu, perdu dans la brume.